Benjamin, est-ce que vous pouvez faire l'appel? Pardon du retard, Monsieur le Président. Alors, il suffit que je retrouve. Vous avez vu, j'avais pas pris d'avance. Allez, allons-y. Toutes mes excuses. Béatrice Berthaud a donné pouvoir à Christophe Guillotot, Jean-Jacques Brun, Pascal Chapeau, Colette Darphin, Valérie Dugelet, Sylvie Épinat, Evelyne Geoffrey, Claude Goy, Valérie Grillon, Présente. Christophe Guillotot, Christine Hernandez, Daniel Julien, Annick Lafay, Catherine Lotte, Philippe Marion, Bruno Pélachon, Daniel Pommeret, Frédéric Pronchéry, Martine Publier a donné pouvoir à Christian Vivier-Merle, Thomas Ravier a donné pouvoir à Daniel Pommeret, Mireille Simian, Michel Thien, Daniel Valero, Patrice Vercher a donné pouvoir à Colette Darphin, Christian Vivier-Merle. Voilà pour l'appel, Monsieur le Président. ok. Merci, je constate que le quorum est atteint. Nous allons pouvoir délibérer, commencer la séance publique. Je vais laisser la parole à Colette Darphin qui va faire l'hommage de notre ancien collègue Maurice Depay qui est décédé. Je voudrais bien sûr saluer tous ces anciens collègues qui sont ici. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est avec émotion que nous rendons aujourd'hui hommage à Maurice Depay, ancien conseiller général du canton d'Amplepuis, disparu récemment. Né le 13 août 1939 dans la Loire, Maurice Depay a consacré sa vie au service public, animé par un profond sens du devoir et de l'intérêt collectif. Marié et père de 7 enfants, il a su concilier ses responsabilités familiales et un engagement public constant. Son parcours professionnel débute dans l'éducation comme instituteur privé, avant de se poursuivre dans l'administration territoriale, d'abord à la mairie de Tarare, puis à la préfecture du Rhône, où il découvre les réalités multiples de la gestion locale et l'importance du travail de proximité. Attaché à une action publique fondée sur l'écoute, la rigueur et l'humanisme, il termine sa carrière au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, où il exerce pendant 10 ans les fonctions de conseiller, un rôle qu'il jugeait particulièrement enrichissant. Son engagement politique commence en 1971, lorsqu'il devient adjoint au maire d'Amplepuis. Élu conseiller général en 1988, puis maire l'année suivante, il œuvre au renforcement de la cohésion du canton d'Amplepuis et de ce territoire au sens large. Il encourage le rapprochement des communes, organise des rencontres régulières entre les maires et accompagne la structuration intercommunale. Il fait partie des élus à l'origine de la création de la communauté de communes du pays d'Amplepuis-Thizy en 1994. Sous son impulsion naît également le SIDECA, le syndicat intercommunal pour le développement économique du canton d'Amplepuis, qui permet l'installation de nouvelles activités économiques et l'aboutissement de projets structurants pour le territoire. Très attentif aux enjeux d'aménagement du territoire, il soutient activement les projets économiques majeurs, notamment ceux liés à l'A89. Cet engagement se retrouve au sein de notre collectivité où, durant 13 années, il s'investit dans les commissions dédiées au développement économique, au transport, au patrimoine et encore à l'agriculture. Ces choix traduisaient une priorité constante, offrir à tous les habitants du canton et du département des perspectives équitables d'épanouissement. Il était très attaché au Conseil général. Je cite, « Derrière l'Assemblée où le monde rural est représenté », dernière assemblée où le monde rural est représenté, et qui lui a permis de réaliser un vrai travail de terrain. Son action dépasse toutefois le cadre local. Il sera également député du Rhône durant 2 ans et membre du Conseil économique et social régional. Malgré la diversité de ses mandats, Maurice Depay refusait l'idée d'être un professionnel de la politique. Selon lui, un mandat doit être exercé avec rigueur et humilité, puis transmis lorsqu'on estime avoir accompli sa mission. En 2001, fidèle à cette ligne de conduite, il met un terme à ses fonctions électives et se lance sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qu'il parcourt intégralement. Chevalier des Palmes académiques et de la Légion d'honneur, il restera le souvenir d'un homme discret, reconnu pour son travail et profondément attaché à la ruralité. À son épouse, à ses enfants et à tous ses proches, nous adressons aujourd'hui l'hommage respectueux de notre Assemblée. Je voudrais associer aussi à ce moment de mémoire Daniel Susseville qui vient de perdre son mari, Jean Susseville qui était né en 1944 et est décédé hier ou avant-hier.
Je dois aussi avoir une pensée pour la famille de Catherine Leroy, agent du département qui travaillait à la Maison du Rhône du Val d'Oing, très apprécié de ses collègues, qui est disparu le 4 décembre. Pour ces 3 personnes, je vous demande de respecter une minute de silence. Nous allons commencer notre séance publique par l'adoption du procès-verbal du 14 octobre 2025. Est-ce qu'il y a des observations, des demandes de modification? Je le mets aux voix. Il est adopté dans son ensemble. Nous avons une séance de 15 rapports et à la fin, nous aurons un vœu présenté par Colette Darphin sur le monde agricole. Je laisse la parole à Sylvie Épinat pour nous parler convention de services comptables et financiers, enfin pour nous parler finances. À toi, chère Sylvie. Merci, Président. Chers collègues, ce rapport propose de soumettre à l'approbation de l'Assemblée départementale le projet de convention, dite de services comptables et financiers, à conclure entre la Direction générale des finances publiques et le département du Rhône pour la période allant de 2025 à 2029. Ce document précise les relations entre les 2 structures et les sujets communs d'amélioration comptable qui seront à travailler. La précédente convention, signée en 2017, avait atteint son terme. Son bilan est extrêmement positif. Plus de 2/3 des actions ont été réalisées. Cette nouvelle convention s'inscrit ainsi dans la continuité des actions déjà engagées, mais prend également en considération des orientations nouvelles ou complémentaires. 4 axes d'action prioritaires sont définis. L'axe 1, maintenir le haut niveau de qualité comptable atteint dans le cadre de la certification des comptes. Axe 2, optimiser la chaîne de recettes. Axe 3, optimiser la chaîne de dépenses. Axe 4, renforcer le niveau d'information de la collectivité et le partenariat avec la péridépartementale. Chacun de ces axes se décline en actions détaillées dans des fiches annexées à la Convention. Chaque fiche précise les objectifs, le contexte, la démarche, les engagements réciproques, les modalités de pilotage et les responsables de l'action. Il est ainsi proposé, par exemple, de poursuivre la fiabilisation de l'actif du département, d'automatiser le prélèvement de certaines recettes répétitives, d'expérimenter avec la péridépartementale un contrôle allégé partenarial ou encore d'accompagner la mise en place du compte financier unique. Voilà, chers collègues et présidents, le rapport que nous devons délibérer suite aux propositions qui ont été soumises. D'intervention, je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote quand il est adopté à l'unanimité. Nous signerons à la fin de la séance avec les services fiscaux du Rhône une convention. Toujours Sylvie pour le 1002, exercice 2026. Alors ce rapport, vous avez l'habitude, on le présente chaque année à cette époque. Ce rapport fixe les modalités d'exécution du budget 2026 pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 et la date d'adoption du budget primitif. Concernant les dépenses de fonctionnement, le président peut, jusqu'à l'adoption du budget, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente, soit 491,4 millions. Pour les dépenses pluriannuelles contenues dans les autorisations d'engagement, le montant maximum pouvant être liquidé et mandaté par chapitre est détaillé par chapitre budgétaire et correspond au titre des crédits de paiement inscrits en 2025, soit 15,4 millions d'euros au total, et dont 12,5 millions d'euros au titre du chapitre 65. Concernant les dépenses d'investissement,
Dans l'attente du vote du budget primitif 2026, le montant maximal des dépenses d'investissement pouvant être engagées, liquidées et mandatées est fixé à 23,9 millions d'euros. Pour les dépenses pluriannuelles contenues dans les autorisations de programme, le montant maximum pouvant être liquidé et mandaté par chapitre est de 30,5 millions d'euros au total, dont 20,3 millions d'euros au titre du chapitre 23. Voilà, Président, le rapport pour lequel nous devons délibérer. Merci. S'il y a des prises de parole, pas de prise de parole, je mets le rapport au voix tel qu'il a été présenté. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. C'est Jean-Jacques Brun, 1003, qui va nous parler du SDMIS. Merci, Président. Chers collègues, ce rapport a donc pour objet de soumettre à votre approbation un 4e avenant à la convention financière relative à la contribution du département du Rhône au budget du service départemental métropolitain d'incendie et de secours. Alors, pour rappel, la contribution du département et celle de la métropole au budget du service départemental métropolitain d'incendie et de secours sont fixées chaque année par délibération du conseil départemental et du conseil de la métropole au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci. La convention actuellement en vigueur, conclue par le département du Rhône et le SDIMES, couvre les années 2022 à 2024. Cette convention a fait l'objet de 3 avenants. Le premier, signé en décembre 2022, a permis la prise en charge de la fraction qui incombe au département du Rhône de l'augmentation de 3,5% du point d'indice et des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, augmentation qui représentait un montant de 513 118 €. Le second avenant, signé le 8 janvier 2024, est venu augmenter la contribution départementale de 5% entre l'année 2023 et 2024. La convention initiale prévoyait une hausse de 1%. Le troisième avenant, signé le 31 décembre 2024, est venu augmenter la contribution départementale de 0,5% pour l'année 2025. En complément de ces 3 avenants, une subvention exceptionnelle d'un montant de 385 000 € a été versée par le département du Rhône fin 2023 au SDIMES afin de soutenir l'établissement dans un contexte de tension sur son budget, notamment concernant la masse salariale et les postes soumis à l'inflation. Par ailleurs, une seconde subvention exceptionnelle d'un montant de 375 000 € a été versée par le département du Rhône courant 2025 dans le cadre du protocole d'accord conclu après un mouvement social, dont 93 750 € au titre de la prise en charge de la part du bloc communal. Ce qui fait que pour 2025, le montant de la contribution du département du Rhône s'est établi à 24 227 744 €. Une proposition d'avenant numéro 4 prévoit la prorogation d'1 année supplémentaire des dispositions de la Convention, la rendant effective pour l'année 2026. La Convention, modifiée par l'avenant numéro 3, devait en effet s'achever en 2025. Cet avenant vient également préciser le montant de la contribution du département pour 2026 à la suite de la demande émise par le SDIMES. Le montant de la contribution pour 2026 augmenterait de près de 2,33% par rapport au montant de la contribution de 2025. La contribution 2026 serait ainsi égale au montant du financement apporté par le département au SDIMES en 2025, contribution plus subvention exceptionnelle. Elle serait augmentée d'une participation supplémentaire de 188 541 €, soit 0,77%. Ce qui fait que pour 2026, le montant de la contribution départementale serait de 24 791 285. Il vous est donc proposé, chers collègues, d'approuver ce projet d'avenant numéro 4 pour un montant de 24 791 285 €.
24 791 285 euros. 24 000, c'était bien, mais non. Bien. Vous avez dû recevoir un rapport modificatif qui est sur vos tablettes. Qui vous a été envoyé le 10 décembre. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Monsieur Vivier-Merle. Oui, alors j'ai beaucoup d'interrogations sur cet avenant. Nous avons abondé au budget sur une subvention exceptionnelle en 2025 qui devait rester exceptionnelle. Je vois qu'elle est intégrée sur la contribution annuelle du SDMIS, donc ce n'est plus une subvention exceptionnelle, et à cela se rajoute une augmentation de 0,77% pour arriver à une contribution de plus de 500 000 euros sur l'année 2026. Donc je suis interrogatif puisque c'est vrai que on demande à tous les responsables de politique du département d'aller contraindre leur budget, voire peut-être arrêter des politiques départementales par difficultés financières. Et là, on continue d'abonder au budget du SDMIS. Alors, je n'ai rien contre les sapeurs-pompiers, bien au contraire. Je suis un fervent défenseur des sapeurs-pompiers, et notamment de nos pompiers volontaires en territoire rural. On a demandé, j'avais posé la question au directeur de savoir quelles pistes d'économie pouvaient être faites sur leur budget. À ce jour, il me semble qu'on n'a pas eu de réponse sur les pistes d'économie et on continue à nous demander des contributions supplémentaires. Donc c'est pour ça que je suis assez interrogatif sur cette demande d'avenant telle qu'il est présenté en 2026. Voilà, je pense que nos collectivités font l'effort de réduire leurs coûts de fonctionnement, contraints par des budgets qui doivent être équilibrés. Il me semble que la moindre des choses, c'est qu'on puisse avoir d'abord des pistes d'économie qui soient présentées avant de demander des augmentations systématiques de nos contributions. Voilà ce que je souhaitais dire par rapport à cet avenant qui nous est présenté. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Valero, je vous en prie. Monsieur le Président, chers collègues, je vais faire court puisque mon ami l'homme des bois a tout dit. Je vous rappelle qu'en 2023, j'avais écrit au SDMIS pour leur dire que nous, les collectivités, on ne pouvait pas subvenir à leurs besoins comme ça avec des augmentations qui nous sont imposées. Et avec toutes les difficultés qu'on avait à gérer et à maîtriser nos budgets, j'ai jamais eu de réponse du SDMIS en tant que maire de Genasse. Et je pense qu'on se trompe de combat. En fait, on est pris en otage. Parce que les pompiers, on en a tous besoin et on les aime tous. Et on met dans la balance que les pompiers, c'est vital. Et effectivement, c'est vital et on en a besoin. Mais on n'insiste jamais sur la gestion. Nous, on est surpressé par tout le monde pour avoir la meilleure gestion possible et faire toutes les économies qu'il faut. Et c'est pas l'impression que ça donne chez les pompiers. Donc bien sûr, on a besoin des pompiers, bien sûr, on aime nos pompiers, mais est-ce qu'on pourrait nous faire passer des messages, des preuves, qu'ils font les mêmes efforts que nous faisons dans nos collectivités? Et ça, on l'a pas en revers. Et on nous prend toujours en otage. Oui, mais si vous nous aidez pas, on pourra plus aider la population. En fait, on est pris en otage. Moi, j'aimerais que la direction des pompiers fasse la même chose, le même travail qu'on est obligé de faire au département, où on est sous pression de toutes parts, et dans nos collectivités, c'est la même chose. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer, mais vous n'êtes pas étonné, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a d'autres prises de Monsieur le maire de Condrieu, conseiller départemental du canton? Oui, écoutez, simplement, Président, moi je vous avouerai que je suis quand même assez surpris comme mes collègues. J'ai l'impression qu'on a en face de nous une forme de surenchère. Donc là, on nous demande un avenant. On veut intégrer dans cette subvention exceptionnelle maintenant dans le courant. L'année prochaine, est-ce qu'au mois de juin, il faudra qu'on vote encore de nouveau une subvention exceptionnelle? Et c'est vrai que lorsqu'on voit tous les efforts qui sont demandés de la part des vice-présidents, des conseillers délégués pour revoir leur budget, bon, personnellement, je trouve ça quand même assez choquant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de Monsieur le maire de Condrieu, conseiller départemental du canton? Oui, écoutez, simplement, Président, moi je vous avouerai que je suis quand même assez surpris comme mes collègues.
Pas d'autres prises de parole? Est-ce que j'ai oublié? Je peux compléter? Pardon, oui, je vous en prie, monsieur. Oui, j'ai parfaitement conscience que dans l'organisation du SDMI, c'est des missions nouvelles qui leur sont confiées, notamment sur les actes de soins, qu'il y a un vrai problème pas organisationnel, mais de moyens, aussi bien humains que financiers. Il me semble que le vrai combat, c'est d'arriver à ce que le Beauvau de la sécurité puisse arbitrer sur les financements des SDMIS et que l'État reprenne sa part de responsabilité dans ces financements par rapport à ce qu'il demande à nos sapeurs-pompiers. Donc voilà, ma position c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on voit encore que l'État se désengage sur les collectivités pour dire vous financez des opérations qui sont maintenant des actes de soins. C'est 80% d'assistance à personne maintenant et des actes de soins qui sont faits par nos sapeurs-pompiers, notamment aussi des carences ambulancières. Daniel, Monsieur le Président. Oui, Président, bien entendu que nous partageons largement le constat de dire qu'on ne peut pas durablement augmenter des budgets à plusieurs pourcents par an, si on reprend la contribution exceptionnelle de l'année dernière, sans se poser les questions légitimes. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on est dans une institution où on est minoritaire dans les conseils d'administration. C'est pour ça que je veux saluer le travail que fait Jean-Jacques Brun, parce que c'est pas facile. Quand on est minoritaire, on ne peut pas toujours décider d'actions telles qu'on veut. Il faut pas non plus oublier que la contribution exceptionnelle de l'année dernière avait été prise en charge par le département, mais que l'augmentation cette année s'applique aux communes et communautés de communes complètement. Donc toutes les collectivités de notre territoire doivent gérer cette augmentation dans les budgets communaux ou intercommunaux suivant le choix qui a été fait à un temps donné. Ce que nous pouvons simplement dire, c'est qu'il y a eu un audit qui a été fait. Généralement, quand on a un audit, derrière un audit, il y a un plan d'action qui se met en route. Nous savons les perturbations qu'il y a eu à la direction de départ, arrivée, et il faut aussi laisser le temps au contrôleur général de gérer tout ça. Il y a deux choses qui sont importantes. Il faut qu'il soit soutenu par son conseil d'administration. C'est quelque chose qui me paraît indispensable, et que cet audit qui avait mis en évidence beaucoup de choses soit suivi d'un plan d'action qui permette de réguler tout ça. Voilà, à partir de ce moment-là, je pense que tout ça ne se résout pas en un mois ou deux, donc nous voterons la proposition d'avenant que Jean-Jacques Brun nous a par devoir proposé. Je crois que le terme par devoir est adapté, mais on ne peut pas rester et se satisfaire de cette situation. Est-ce qu'il y a d'autres prises de Jean-Jacques? Je t'en prie. Oui, juste pour réagir un petit peu à vos remarques où j'adhère pleinement, et croyez-moi que je le fais bien remonter. Effectivement, la nouvelle arrivée du contrôleur général, il a bien pris en compte cette situation, et aujourd'hui on est sur un démarrage de plan d'action pour essayer de remettre un petit peu à niveau le SDIMES. Sachez quand même que le SDIMES est dans une position financière extrêmement difficile, extrêmement compliquée, et où les marges de manœuvre sont très très étroites. Donc voilà. Mais il y a des actions qui sont en cours. Sur ce budget, ils ont économisé un peu plus de 500 000 euros. Ils ont essayé de trouver ce qu'il fallait pour finaliser ce budget. Donc, j'espère que ça va porter ses fruits dans quelques temps. Mais il faut quand même un tout petit peu de temps. Et là, cette convention est nécessaire, je dirais, pour poursuivre les missions du SDIMES. Parole. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je voudrais redire publiquement ici mon soutien à tous nos sapeurs-pompiers, particulièrement les volontaires, mais aussi les professionnels, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires. Ne pas oublier que cette année, 10 sont partis, 10 ne sont pas revenus. Dernier jeune sapeur-pompier, M. Cornu,
sapeur-pompier volontaire part prendre son travail, il s'arrête sur un accident et il est victime d'un suraccident. L'engagement de sapeur-pompier montre que c'est quelque chose de compliqué, mais aujourd'hui, ce qui se passe dans notre département est en train de creuser un écart entre les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires, qui ne sont pas du tout traités de la même façon. Pas du tout traités de la même façon. Regardez les grilles de rémunération, regardez ce que certains touchent, ceux qui sont sur nos territoires, ceux qui sont, je dirais, parfois même des élus locaux, parfois même agents du département. Et je voudrais leur dire merci pour ce qu'ils font. Moi, je partage tout ce que vous avez dit, et je vous le dis, je voterai ce rapport vraiment sans enthousiasme. Vraiment sans enthousiasme, mais d'être dans une structure comme celle-ci, où quelque part on est minoritaire, c'est extrêmement difficile. Moi, j'en suis à mon 3e mandat au conseil d'administration des sapeurs-pompiers. Je n'ai jamais vu une telle gouvernance. Jamais. Jamais une gouvernance parfois déconnectée de ce qu'est la réalité, de ce que vivent nos sapeurs-pompiers, de ce qu'il faut faire en termes de négociation. Vous avez parlé du nouveau contrôleur général, mais ça nous a coûté un contrôleur général, c'est d'ailleurs le numéro 1, et ça nous a coûté aussi le numéro 2. Gageons que le contrôleur général actuel puisse mener à bien cette immense maison qu'est le SDMIS, qui est le seul SDIS en France avec un statut particulier, puisqu'il est SDMIS. Je ne comprends pas comment la gouvernance de ce conseil d'administration a pu en arriver là, même si j'en fais partie. On est plusieurs ici au conseil d'administration. Je suis de plus en plus décalé par rapport à ce qui nous est proposé, par rapport aux négociations, par rapport à la vision. Ce n'est pas le tout de s'auto-inviter dans toutes les salles barbes, comme le font aujourd'hui certains représentants du conseil d'administration, qui fera que leur image sera renforcée et leur blason sera redoré. C'est une gestion que je qualifie de catastrophique, qu'on a eue pendant ce mandat. J'ose espérer qu'à partir du mois de mars, les choses changeront. Nous serons toujours majoritaires, mais peut-être qu'avec une vision différente qui sera opérée par le conseil d'administration. Je souhaite bien du plaisir au nouveau président ou à la nouvelle présidente. Il ne faut rien exclure dans ce genre de choses, mais en tout cas, moi, je finis ce mandat au conseil d'administration avec une forte amertume. Pas le fait d'avoir ici, en tant que président, apporté notre contribution financière qui a été parfois injustifiée. Je m'étais suffisamment exprimé à la dernière séance et je n'en rajouterai pas sur ce sujet. Mais moi, ce que je regrette franchement, c'est d'avoir creusé ce fossé entre les professionnels et les volontaires. Ici, pour le département du Rhône, pour les contribuables du Rhône, c'est presque 30 millions. Qu'est-ce qu'on a eu pour 30 millions? Monsieur le maire de Belleville est le premier à pouvoir vous dire qu'est-ce qu'on a eu. Monsieur le maire de Condrieu, qu'est-ce qu'on a eu? Tarare, c'était un coup parti avant. Tarare, c'était un coup parti. Je note, moi, simplement, que la seule caserne qui a été refaite de fond en comble, c'est celle de Villeurbanne. Et vous irez chercher pourquoi. Allez, je mets ce rapport aux voix et je le voterai, comme je vous l'ai dit, vraiment, vraiment, vraiment sans enthousiasme. Et pour que j'en arrive à là, en tant que président du Conseil national des sapeurs-pompiers, c'est vraiment que, pour moi, la tasse déborde. Voilà. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui vote contre? Personne. Le rapport est adopté tel qu'il nous a été présenté, avec l'enthousiasme que ça a généré. Et merci à vous tous. Et merci à nos sapeurs-pompiers. Alors, on va essayer d'être plus fluide. Le 1004. Et c'est... qui est-ce qui le présente?
C'est toi? Non, c'est... Qu'est-ce qui le présente, là? C'est moi. C'est des désignés, c'est des désignations dans les conseils d'administration les uns et les autres. On ne va pas s'étendre là-dessus. Vous les avez validés. On les a validés en conférence des présidents. C'est Daniel Valero qui va à la SLCI, c'est la SAC des Deux Fleuves, c'est Madame Lafay, c'est Monsieur Pélachon. Au comité stratégique COPIL, c'est M. Ponchéry, c'est encore M. Ponchéry pour l'autre comité. Voilà. Et puis, c'est toujours M. Ponchéry pour le troisième. Voilà, donc je mets l'ensemble de ce rapport. Je ne suis pas là, Monsieur le Président. Alors, je suis parti de la salle, je ne suis pas là. Vous êtes en déport. Il y a des déports. Alors, qui est en déport? Vivement que cette loi soit publiée, qu'on arrête ce genre de farce. Alors, mesdames des assemblées, vous avez... pris note de tous ceux qui sont plus là. Je mets le rapport sans les plus là. Aux voix, pas d'abstention, pas de quantité adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Et c'est Madame Hernandez qui va présenter le rapport 2001. Commission politique d'éducation et d'attractivité. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce rapport concerne la médiathèque départementale, un engagement au profit des Rhodaniens. Il y a deux parties dans ce rapport. Donc, la première, c'est autoriser le don aux particuliers de documents retirés du fonds par la médiathèque départementale. La médiathèque départementale procède chaque année à l'élimination de documents qui n'ont plus leur place au sein des collections. Les documents en bon état sont proposés gracieusement aux associations et il est proposé que ces documents soient également donnés aux particuliers lors de la prochaine journée de don qui aura lieu le 28 janvier 2026 à Châtillon. Il n'y a aucune incidence financière. La deuxième partie, c'est le bilan et la prolongation du schéma départemental de lecture publique 2022-2026 jusqu'en 2028. Donc, le troisième schéma départemental de lecture publique a été adopté le 11 mars 2022. Il se décline en 4 axes et la médiathèque départementale a consacré ses efforts sur 4 formes d'accompagnement. La mise à disposition de collections, la formation initiale et continue, l'accompagnement en ingénierie et l'action culturelle. Ce rapport fait le bilan des actions menées en faveur des publics éloignés de la lecture et l'articulation de la politique de lecture publique du département. Il propose de prolonger donc le schéma départemental de lecture jusqu'en 2028 pour pérenniser les actions entreprises et les poursuivre. Et là aussi, il n'y a pas d'incidence financière. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention. Je mets le rapport aux voix sur le 2001. Pas d'abstention, pas de contre. Il est adopté à l'unanimité. Nous en passons au 3001. Nous changeons de commission. Nous allons chez Mme Crillon. C'est Daniel Julien. Stratégie départementale de l'eau. Chers collègues, ce présent rapport a pour objet de proposer l'approbation de l'accord cadre Eau et Rhône entre le département, les agences de l'eau Rhône, Méditerranée, Corse et Loire-Bretagne et la Caisse de dépôt et consignation pour la période 2026 à 2030. L'incidence financière de ce rapport est d'environ 100 000 € en recettes pour les années 2026 et 2027, sur la base de recettes prévisionnelles à hauteur de 50% de l'ensemble des dépenses liées aux actions et animations de la stratégie Eau et Rhône. Je rappelle que le Conseil départemental, en date du 25 juin dernier, a approuvé la feuille de route Eau et Rhône, qui comprend notamment en action donc la recherche d'économie d'eau, la préservation des milieux et de la ressource en eau et la sécurisation des usages en eau potable et agricole dans un contexte de changement climatique. Parmi les priorités de la feuille de route, le département interviendra dès 2026 sur les actions suivantes. Engager la remobilisation d'une première retenue collinaire sur le territoire Brévennes-Turdine avec les partenaires. Renforcer et faciliter le transfert de connaissances et échange de bonnes pratiques eau et agriculture et changement climatique auprès des agriculteurs. Mener avec les acteurs locaux de l'Ouest lyonnais des actions pour pérenniser et remobiliser le foncier irrigable. Et enfin préciser le projet de sécurisation en eau potable pour le Haut-Beaujolais et proposer un montage financier et opérationnel. Donc
Il s'agit maintenant d'inscrire les principes de collaboration entre le département et les 2 agences de l'eau et la Caisse des dépôts, dans un accord cadre partenarial Eau-et-Rhône sur la période 2026-2030, en cohérence avec les priorités des 12e programmes d'intervention et de soutien des agences de l'eau. Il s'agit donc maintenant compte tenu de ces éléments, il est proposé à l'Assemblée départementale d'approuver ce rapport et d'autoriser le président à signer ce rapport et aussi de solliciter chaque année pour la période de 2026 à 2030 les subventions auprès des agences de l'eau et de la Caisse des dépôts afin que cette convention puisse se dérouler sans forcément reprendre des délibérations chaque fois. Merci Daniel. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention. Je mets le rapport au vote tel qu'il a été présenté par Daniel. Pas d'abstention, pas de vote contre, est adopté à l'unanimité. Et nous en passons au 3002 pour lequel il y a eu une modification qui vous a été envoyée le 10 décembre. Et c'est M. Ponchieri qui fera du reste aussi le 3003 aussi. Tout à fait, Président. Donc, ce rapport a pour but de vous faire un état d'avancement de notre grande stratégie énergie renouvelable photovoltaïque, avec l'approbation d'un contrat de partenariat et le toilettage de l'ordonnancement juridique qui va avec. Alors, ça fait suite toujours à cette grande délibération qu'on avait prise le 13 décembre 2022 de déployer des axes stratégiques pour le déploiement des énergies renouvelables et de la sobriété cultivée par le département. Entre-temps, eh bien, on a toujours une sorte d'ailleurs c'est plus qu'une sorte, un état de fait de déshérence au niveau des politiques de l'État qui fait qu'il faut s'adapter en permanence, que ce soit en termes de possibilités législatives, en termes de tarifs de rachat de l'électricité et de tous les freins administratifs qui vont avec. Et donc, vous vous rappelez qu'au mois d'août, la société Corfou Solaire s'était déjà désengagée de l'AMI pour le moment. Et on a la même chose avec Serfim ENR qui, pour le moment, ne souhaite pas s'engager dans les premières sociétés de projet. Je vous fais un raccourci très rapide. Actuellement, la filière du photovoltaïque est à l'arrêt total en France, si ce n'est les projets qui étaient déjà engagés et qui vont voir le jour. Et donc, on a la chance d'avoir la CNR dans ce groupement qui, elle, a conclu des accords nationaux avec des financeurs qui leur donnent un avantage pour pouvoir tenir le coup et continuer de porter cette stratégie avec nous. Et donc, cette stratégie, elle va se réorienter avec un partage de l'actionnariat différent, 83% avec Solarona, 53% avec Solarona et 47% avec le département. Alors je suis plutôt content qu'on regagne 7% de part en actionnariat, puisque c'est une stratégie qui, dès le départ, vous a été annoncée bénéficiaire financièrement, et je continue de croire que ça sera le cas. Ça ne veut pas dire que les deux autres lauréats de l'AMI avec Solarona ne vont pas revenir, mais en attendant, ils déploient leurs forces sur des activités qui leur permettent de vivre dans les entreprises. Ça simplifie considérablement, bien sûr, le montage juridique, puisque maintenant, on va se passer de faire une société mère, et donc on va juste créer des SPV. Et cette première SPV, je voulais rendre hommage à la communauté de communes de l'Est lyonnais, puisque c'est vraiment celle qui a permis de porter cette politique le plus rapidement possible. Et je remercie Daniel, puisque sans faire des réunions, et ça nous est cher à tous les deux, qui durent 2 heures, avec quelques réunions d'1 heure, on a énormément avancé sur plusieurs projets, dont le deuxième rapport que je vous présenterai tout à l'heure, et qui va nous permettre de sortir quand même une première SPV à 10 gigawattheures, et c'est une belle première tranche. Ça nous oblige aussi à réorienter tout le travail qui avait été fait par les 2 autres sociétés, qui s'engagent donc à donner tout le travail commercial qu'elles avaient fait
à Solarona. Et donc l'ensemble des projets qui ont été développés sur le département du Rhône continuent, mais qui sont repris actuellement par Solarona. Je pense notamment au centre technique de Mornan, l'antenne départementale de Villefranche-sur-Saône, des collèges Pierre de Ronsard à Mornan, Simone Veil à Châtillon-d'Azergues, Bois-Franc à Saint-Georges-de-Renin, Jean Moulin à Villefranche-sur-Saône, le Val d'Ardière à Beaujeu et Alexis Candelaft à Chazet-d'Azergues, et bien sûr tous les autres projets qui avaient été développés sur le territoire. Voilà, donc cette stratégie, elle continue. Je crois même qu'elle va finalement nous donner plus d'autonomie, puisqu'elle va nous permettre de développer nos propres projets en interne, finalement en s'affranchissant d'une bonne partie des règles imposées par l'État et qui fluctuent sans arrêt, remettant en cause ainsi des filières totales. Donc on est, sans le trahir de secret, on travaille sur des projets avec Solarona en autonomie totale à travers l'autoconsommation. On sera, je pense qu'on est en train de prendre une longueur d'avance, je vous en parlerai dans un prochain rapport. Voilà, j'espère que j'ai été assez court, tout en résumant ce rapport qui était assez long. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? S'il n'y a pas de demande d'intervention, je mets le rapport aux voix tel qu'il a été proposé par M. Ponchieri. Pas d'abstention, pas de vote contre, voté à l'unité. Toujours M. Ponchieri pour le suivant, stratégie énergie renouvelable. Tout à fait, cette fois on passe au biogaz et principalement au biométhane. Donc on a un projet de biométhanisation sur la commune de Genasse. Donc on continue dans l'Est lyonnais, c'est pour ça que je citais les réunions qu'on peut avoir avec Daniel. Et donc on a adopté cette stratégie méthanisation le 17 décembre 2024 en délibérant sur la réalisation d'une étude départementale de diagnostic fin des gisements de biogaz sur l'ensemble du département. Donc cette étude est en cours, elle avance bien avec les différents partenaires et bien sûr elle a pour but de faire émerger des unités de méthanisation, notamment deux sortes d'unités, des possibles unités territoriales, c'est-à-dire qui ont une vision plus large sur le territoire, et puis des unités purement agricoles, avec le soutien à 100% de la Chambre d'agriculture sur ce dossier-là. Dossier d'ailleurs sur lequel on vous propose de délibérer aujourd'hui, notamment avec cette société d'implantation d'un méthaniseur sur la commune de Genasse pour une production de biométhane d'environ 110 normomètres cubes de biométhane à l'heure, qui est principalement alimentée par des intrants agricoles, même si elle prévoit dans un deuxième temps de s'alimenter par exemple avec les biodéchets qui sont produits par les collectivités et donc nos concitoyens, et des déchets verts type de plantes invasives. Donc c'est la même stratégie. L'idée, c'est de faire des partenariats publics-privés. Et donc, vous avez le montage financier qui vous est développé dans ce rapport. Et l'idée, c'est de délibérer sur le principe de prendre des actions symboliques dans cette société dès qu'on en aura le détail exact, puisque vous savez que monter une unité de méthanisation, c'est pareil que le photovoltaïque, il faut s'accrocher dans le temps, il faut subir tous les obstacles qui peuvent surgir, et il y en aura forcément. Et donc là, c'est le principe, c'est que le département soit aux côtés des porteurs de projets, bien sûr quand les projets sont viables économiquement, et que le département serve de tiers-lieu de confiance. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Monsieur Valliere, vous en prie. Oui, juste un petit complément. J'étais avec le porteur du projet hier au soir. Les banques ont validé le projet. Ce qui n'était pas simple. Donc ça, il y a l'accord des banques. Et outre le département qui va s'engager, la communauté de communes de l'Est lyonnais et la ville de Genasse va s'engager également. Voilà. Merci. Je dirai un mot après le vote. S'il y a d'autres demandes d'intervention, pas de demande d'intervention, je mets le rapport au vote tel qu'il a été présenté. Pas Frédéric, pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Deux petits mots environnementaux. Je voudrais remercier Frédéric d'avoir conduit des négociations qui ont abouti à la signature d'un accord avec
2 associations, mais trop fort, Frédéric. Au moment où il fait ses accords avec des associations environnementalistes et écologistes, dans la salle d'à côté, il y a une grande réunion sur le nucléaire. Il n'y a que lui qui peut faire cohabiter les gens du nucléaire avec les... voilà, les choses pour moi sont réglées. 2 sur 3 quand même. Une 3e, ça va être extrêmement compliqué. Il en demeure pas moins que, eu égard à nos finances, si on doit aujourd'hui avoir de nouvelles demandes de soutien de ces associations, il faudra qu'on tienne compte, nous, de nos budgets et de nos possibilités financières. On réduit partout et ça sera la même chose pour eux. Et je terminerai, vous m'aviez donné la protection fonctionnelle, que les plaintes continuent. Il y a déjà eu des mises en examen. Là-dessus, les élus, ça se respecte. On peut ne pas être d'accord, on peut avoir une vision différente, mais on ne les insulte pas, et on n'insulte pas leur mère, et on n'insulte pas leur femme. Voilà. Et puis, je voudrais dire que nos collègues qui ont voulu jouer environnemental, qui ont pris le train ce matin pour venir nous voir, 80 km, sont arrivés avec le train avec 1 heure de retard. Comme quoi. Mais il paraît que c'est dû à la gare Tarare, où il y avait une fausse bombe. Voilà. Bon, alors, monsieur le maire, surveillez votre gare. Juste en complément, alors, effectivement, cette réunion se tenait à côté de celle qui concernait l'EPR. Où j'étais. Où vous étiez. Et celui qui a fait le grand écart, c'est mon collègue Philippe Marion, puisqu'il a fait les 2 réunions conjointement. Donc, il a réussi à rester jusqu'à la fin de la première et finir aussi la deuxième. Je reprendrai, en tout cas, la conférence de presse a été assez longue, assez enrichissante des 2 côtés. C'est peut-être pas retraduit comme ça dans la presse, mais en tout cas, elle était productive. Et je préfère reprendre un mot, c'est pas des subventions, on les rétribue pour des actions. Et donc, l'essentiel, c'est de tenir ce protocole de bons partenariats. Et jusqu'à ces derniers jours, je reçois régulièrement des positionnements des 2 associations sur des dossiers, ce qui m'a permis d'en discuter avec Daniel Julien la semaine dernière. Et l'idée, c'est qu'on aille à fond dans ce partenariat et qu'il soit le plus productif possible. J'ai rappelé les avantages de certaines de leurs actions et effectivement, parfois, nous ne sommes pas d'accord avec d'autres. Et bien, c'est le jeu de la République et après, chacun s'exprime dans une démocratie, mais il faut le faire avec du bon sens et surtout du respect. Je partage, mais ça veut dire qu'il faudra rester vigilant et certains peuvent bien comprendre qu'on ne peut pas venir demander de l'argent au département et après être contre les actions que le département soutient. Bon, voilà. C'est un minimum, je veux dire, de cohérence à avoir dans la vie. Mais je note que notre ami maire de Condrieu est venu soutenir le maire de Belleville en Beaujolais. Donc, dans son combat, c'est le partage des boissons du département. Merci, monsieur. Ouais, je vous en prie, mais en fait, nous avons plusieurs combats, puisqu'on a un petit souci de caserne aussi. Donc, vous voyez, nous rejoignons sur pas mal de sujets. Oui, mais lui, il est plus riche que toi, il a payé. C'est vrai. Pour l'avoir. C'est le problème. C'est un vrai sujet. Tout à fait. Voilà, un vrai sujet. Alors, je ne sais pas qu'il est plus riche, mais il ne pourrait plus attendre. C'est Madame Darfin qui prend le 304, politique agricole et forestière. Oui, l'attribution d'aide aux investissements pour le monde agricole et forestier. Donc, le premier dossier, investir en collectif d'agriculteurs, donc des subventions qui vont à des CUMA pour l'achat de matériel et des bâtiments de stockage sur les communes de Léhay, Ancy, La Mure-sur-Azergue, Saint-Forgeux, Propierre, Paul-Lyonnais, Saint-André-la-Côte. 7 dossiers pour 43 446,84 €. Deuxième dossier, investir sur mon exploitation dans les systèmes d'irrigation agricole. 5 dossiers sur Pusignan, Saint-Martin-en-Haut, 2 dossiers, Saint-Romain-de-Popey et Orlina pour 49 999,66 €. Investir dans des productions végétales et enjeux de souveraineté régionale pour la plantation de vergers à Besnay et Ancy pour 7 448,58 €. Créer des dessertes forestières à Saint-Igny-de-Vert pour 4 269,44 €.
Investir dans mon entreprise forestière, donc là c'est du gros matériel, des porteurs, grumiers, des busqueurs, 6 dossiers, des entreprises qui sont sur Saint-Clément-de-Vert, De Graune, Tizy-les-Bourgs, Mornan, Chenlette, 60 633,75 € apportés à ces entreprises-là. Investir dans ma scierie pour l'acquisition d'une cabine de traitement et pour le bois par absorption à la scierie Lachise-à-Court, 4 233,40 €. Ensuite, investir pour la seconde transformation du bois à Saint-Clément-de-Vert, les établissements Boucau, pour l'achat d'une raboteuse, 6 264,20 €. Ensuite, le plan filière viticole 2023-27 que nous accompagnons avec la région. 5 dossiers pour des achats de pulvérisateurs sur les communes de Cercier, Saint-Étienne-les-Ouillères, Villers-Morgon, Quincier. Donc 5 entreprises aidées à hauteur de 21 599 €. Également, dans le cadre de notre plan ressources en eau des exploitations agricoles, nous aidons les vergers de Saint-Sorlin à l'installation d'une citerne pour 2 846,40 € et le Gail du Contour à Amplepuis pour la création d'un forage pour l'abreuvement à hauteur de 6 915 €. Également, dans ce rapport, la correction d'une erreur administrative pour compléter la délibération du 14 octobre, investir dans les productions végétales. On a 4 demandes qui avaient été oubliées. Donc, pour l'installation de serres et de tunnels à Sainte-Catherine, Chaponneau, Orlina et De Graune, 20 942,72 €. Également, une modification de la convention que nous avons adoptée le 14 octobre 2025 avec Rhône Terre d'Éleveurs pour la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse, la DNC. On a voté une subvention de 25 000 €. Je vous avais parlé à l'époque d'achat de matériel de contention et de pédiluve. Donc, il s'avère qu'on a plus besoin de matériel de contention dans les exploitations que de pédiluve. Donc, on accompagne uniquement le matériel de contention pour les 25 000 € promis. Donc voilà, juste un correctificatif une correction sur la délibération. Et puis également la convention que nous avons avec Rhône Terre d'Éleveurs, c'est simplement pour la proroger de 6 mois. Elle devait s'arrêter au 31/12 et elle ira jusqu'au 30 juin. Compte tenu de la DNC, il y a plein d'actions de formation et de communication qu'ils n'ont pas fait en fin d'année et qu'ils vont faire au printemps. Donc on complète juste notre convention de 6 mois. Voilà, donc ce rapport a une incidence financière de 228 599,59 €. Et avant de passer au vote, je voudrais juste faire une parenthèse. C'est pas dans le rapport, c'est pas dans une délibération, mais concernant cette crise de la DNC, bon, tout le monde a pu voir ces derniers jours que peut-être pas sur le Rhône, mais dans d'autres départements, c'est très très virulent. Et sur le Rhône, on peut se targuer d'avoir eu un seul cas qui a impacté une exploitation où il y a 3 associés. Il y a eu quand même 170 animaux d'abattus. Et on avait évoqué avec le président, dans le cadre de toutes les aides apportées par les collectivités, que nous prendrions en charge le RSA pour ces 3 exploitants. Donc c'est chose faite, leur dossier est arrivé à la MSA et nous accompagnerons sans condition de ressources ces 3 dossiers pour une période déjà de 6 mois. On refera un point dans 6 mois. Enfin voilà, donc ces 3 exploitants seront aidés parce que il n'y a plus d'animaux dans l'exploitation, donc il n'y a plus de revenus qui rentrent sur l'exploitation. Voilà. Merci, la Colette. parenthèse que je voulais faire. Colette, est-ce qu'il y a des interventions pour le matériel de contention? C'est pas quelque chose qu'on prend pour prendre l'avion, hein. C'est pour coincer les animaux lorsqu'on va les voilà. piquer. Alors ce matériel, il est géré, enfin plus ou moins chapeauté par la Chambre d'agriculture, par Rhône Terre d'Éleveurs, et il est mis à la disposition de CUMA sur le département. Par territoire. Par territoire, et chaque exploitant qui en a besoin. Alors c'est vrai que ça a servi beaucoup pour la période de vaccination, mais ça peut continuer à servir pour d'autres choses. Donc c'est un matériel qui est à disposition de tous les exploitants agricoles. Pour avoir assisté avec Colette et puis d'autres des séances de vaccination, c'est compliqué, c'est pas simple. Il faut que les animaux soient coincés, il faut un vétérinaire qui aille dans le plot et c'est un peu compliqué. Donc il faut du matériel pour les coincer. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport aux voix, pas d'opposition. Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. C'est Valérie qui va nous parler du pont de Condrieu. Merci, Président. Donc, il s'agit effectivement du pont de Condrieu avec la subvention de la CNR dans le cadre du plan Synchrone. Donc, pour la mise en sécurité en urgence du pont de Condrieu, un travail étroit a été conduit avec les différents partenaires de la navigation, Voies navigables de France et Compagnie nationale du Rhône, pour assurer le maintien dans les meilleures conditions de la navigation sur le Rhône
tant pendant la phase de chantier que pendant la période durant laquelle les palais soutiendront le pont sécurisé. Dans le cadre du plan synchrone, la CNR s'engage dans les partenariats pour concrétiser sa volonté d'ancrage local et son soutien au territoire, lié notamment au travers de projets participant au renforcement de la navigation sur le Rhône. Dans ce cadre, le département du Rhône a sollicité une participation financière de la CNR sur ces études et équipements supplémentaires qui participent à une meilleure prise en compte de la navigation et en concertant avec un professionnel et a déposé une demande de subvention pour le biais d'un contrat de partenariat dans le cadre du plan synchrone. Après instruction, la CNR a validé sa participation pour un montant total de 380 664 € pour aider le département qui assure les meilleures conditions de navigation à réaliser un certain nombre de prestations, dont le test de passe navigable par des bouées pour un coût de 451 812 € qui seront pris en charge à 50%, une étude de trajectographie sur un coût de 44 538 € pris en charge à 100%, l'implantation de listes de guidage sur tripode pour un coût de 220 440 € qui seront pris en charge à 50%, et compte tenu de ces éléments, donc il vous est proposé d'approuver le contrat de partenariat correspondant que vous avez pu voir et qui est annexé au présent rapport, et d'autoriser le président et son délégataire à signer le dit contrat, ainsi que l'ensemble des documents nécessaires à l'obtention de la subvention. Deux mots. D'abord, remercier les agents du département qui ont travaillé sur ce dossier depuis plus de 2 ans, qui a été un dossier difficile. La contribution de la CNR qui nous est proposée de signer avec la somme de 300 000, c'est qu'une toute petite partie de ce que va déployer comme moyen financier la CNR, parce qu'il y a les abords et les berges à revoir. On est sur une enveloppe colossale, presque 50 millions au total pour tout le monde. Coût partagé pour nous avec l'ISER, mais il y a la CNR, il y a tout un tas, et puis il y a surtout le dévoiement de la colonne qui va être entre 7 et 10 millions à peu près, je crois. Donc c'est un chantier colossal qui malheureusement est arrêté pour le moment en raison du très gros débit du Rhône, ce qui est assez anormal à cette saison. Ce qui voudrait dire qu'à la fonte, on pourrait réavoir j'ose espérer que ça ne repoussera pas les dates qui avaient été prévues pour la réouverture, mais franchement, on n'y est pour rien. Comme on dit, quand les éléments se déchaînent, on ne peut rien y faire. Monsieur le maire de Condrieu, vous qui le vivez quasiment de votre terrasse, vous voulez dire un mot? Écoutez, je n'ai pas de terrasse à la mairie, mais je le vis quand même quotidiennement, puisque c'est vrai que je suis en relation en permanence avec les riverains, et simplement les dernières informations, comme vous l'avez dit, les travaux sont arrêtés depuis 2-3 jours. Concernant la CNR, les travaux de mise en place des gabions, donc au niveau du renforcement des berges, a commencé. Donc ça, c'est l'autre point. Concernant la canalisation de propylène, donc on a l'un des responsables qui s'en va, qui est remplacé par une autre personne, qui était très bien, Monsieur Lemel, et il a confirmé le début effectif des travaux à partir du mois de janvier 2026. Donc là, pour l'instant, on est en ordre de marche. Voilà. Merci. Puis il y aura peut-être un petit arrêt pour la période des vacances, j'imagine. Voilà. J'espère que tout ça tout confondu, qu'on ne prendra pas trop de retard sur ce chantier extrêmement important. Pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être qu'au beau jour, on pourra refaire une visite sur place. Voilà, je mets le rapport au vote tel qu'il a été présenté. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté annulé. C'est toujours Valérie Grillon pour le 342. Pour la, départementale 342 et sur 3006. Sur la commune de Chaponneau. Voilà, avec un aménagement du giratoire de la rue de la Gare et de la route du Dôme. Donc il s'agit d'une convention avec la CCVG. Le giratoire RD 342 route de la Gare à Chaponneau est fortement congestionné aux heures de pointe. L'insertion sur le réseau routier départemental des véhicules en provenance du centre-bourg de la commune est délicat du fait du fort trafic nord-sud sur la RD 342. Donc le projet prévoit la création d'un shunt permettant de faciliter les manœuvres d'insertion tout en fluidifiant ainsi le trafic routier.
La commune profite de cet aménagement pour requalifier la voie communale dénommée route du Dôme. Et pour la réalisation des travaux, le département souhaite déléguer sa maîtrise d'ouvrage à la CCVG qui l'a accepté. Le département financera donc ce projet à hauteur de 417 000 € sur un montant global de 1 350 000 € TTC. Le département ayant déjà pris en charge un certain nombre de prestations telles que les études d'avant-projet et de projet, donc son reste à charge sera de 358 000 €. Donc il vous est proposé d'approuver la convention entre la CCVG et le département et autoriser le président à la signer. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le territoire, c'est juste devant la Maison du Rhône. Hein. C'est un très vieux dossier qui était souhaité par la mairie de Chaponneau depuis très longtemps, mais on a eu le renfort financier de la communauté de communes sur ce souhait. En fait, c'est une forme de contournement, un shunt, on va appeler ça un shunt ou contournement, c'est chacun utilisera le mot qu'il voudra. En fait, c'est une nouvelle voirie, voilà, qui débouchera après la décharge qui est derrière. Voilà, ça solutionnera je dirais, l'autre rond-point plus bas après la gare, devant le camping-gaz, qui est parfois un peu saturé parce qu'il y a le passage à niveau. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unité. Et c'est toujours Valérie Grion qui va cette fois à Vaugneray. Voilà, sur la RD 489, il s'agit donc d'un aménagement du carrefour avec la rue des Droits de l'Homme et une convention cette fois-ci avec la CCVL. Le carrefour entre la RD 489 et la rue des Droits de l'Homme, actuellement situé hors agglomération, présente des problèmes de sécurité liés aux difficultés d'insertion des véhicules provenant de la voie communale. Sur le réseau départemental, cette voie communale dessert de nombreux services tels que le siège de la CCVL, des équipements sportifs et culturels, générant un trafic significatif. Le département, la commune de Vaugneray et la communauté de communes des Vallons du Lyonnais souhaitent aménager ce croisement en créant un giratoire. Compte tenu du caractère urbain de la section, le projet de convention prévoit également le classement en agglomération du linéaire concerné de la RD 389 à l'issue des travaux. Le département souhaite déléguer la maîtrise d'ouvrage et de travaux à la CCVL, qui l'accepte, et le département financera forfaitairement le projet à hauteur de 280 000 €. La CCVL finalisera le projet qui devrait recueillir préalablement l'accord du département, bien sûr avant la mise en œuvre sur le terrain. Le coût global restera donc à finaliser. Il est par conséquent proposé d'approuver la convention entre la CCVL, la commune de Vaugneray et le département, ainsi qu'autoriser le président à la signer. Daniel peut peut-être dire un mot, mais en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la route qui va de Craponne à Iseron, mais ce qu'on appelait autrefois la route de Bordeaux. On a déjà fait un premier rond-point et on en fait un deuxième. C'est une voie qui circule. Voilà. Donc ce rond-point aura deux avantages, c'est de permettre l'accès aux équipements intercommunaux qui se trouvent tous sur ce secteur, notamment la piscine et la salle de spectacle, et aussi permettra de ralentir la vitesse sur cette ligne droite qui a déjà vu plusieurs accidents graves, dont un où on a été présents tous les deux d'ailleurs. Ouais, voilà. Et puis ça... Parce qu'à l'aménagement, ça va aussi pour les terrains de foot, et puis des boules, et puis intervalle. Comme quoi, on n'est pas contre intervalle. Allez, je mets le rapport au point tel qu'il a été présenté, avec les digressions verbales qui vont avec. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité, et c'est M. Griffon qui va nous parler santé, j'imagine. Oui, Président, nous sommes dans le cadre des orientations que nous avions validées ensemble en juin 2023. Il s'agit de deux rapports distincts. Donc, le premier, c'est de concrétiser un souhait, une ambition que vous aviez même portée et mis comme ligne directrice, puisqu'il s'agissait de conforter l'offre de santé avec le défi de réussir à le faire en amont des bassins de vie. Par le biais de nos échanges avec les CPTS et également l'État, l'ARS, puisque là il s'agit de la mise en œuvre d'un processus qui est dérogatoire, on va dire, au cadre habituel. Il s'agit de la création d'une ISS, donc un lieu de santé solidaire, un incubateur de santé solidaire dans l'acronyme exactement, qui finalement aujourd'hui permet de déroger à un certain nombre de règles d'installation pour préfigurer ce que peut être à terme dans le territoire un pôle de santé, une maison de santé. C'est finalement un premier pas vers un lieu de santé, d'exercice coordonné qui puisse
aboutir à une offre pérenne de santé dans des territoires où il est compliqué de mener ces politiques de santé. Donc je souligne aussi l'apport des élus locaux aux côtés des CPTS, en l'occurrence Colette Darphin qui a suivi en sa qualité de conseillère départementale le dossier pour lui permettre d'aboutir sur ce canton. Ensuite, donc là l'incidence budgétaire, on est sur 13 000 € et 21 000 €, les deux rapports que je vous présente et qui sont bien évidemment sous réserve du vote du budget. Le deuxième sujet de ce rapport, c'est de venir en soutien de ces CPTS. Encore une fois, on est dans une forme de centre de gravité au milieu de ces CPTS qui composent notre territoire et on vient en soutien d'un projet qui travaille à la santé mentale des plus jeunes dans un contexte particulier sur le territoire des Monts du Lyonnais. Donc il s'agit de valider ces deux rapports avec l'incidence dont je vous ai parlé. S'il y a des questions, bien évidemment, j'y réponds. Passer au vote, peut-être un petit point, c'est le deuxième qui sera mis en route dans le département où nous serons, je crois, mardi avec vous et Colette à Tizy sur un ISS, alors qui n'est pas tout à fait la même chose, qui est un incubateur de santé solidaire. En tout cas, merci à Daniel de l'avoir fait sur sa commune. Merci aussi à toi, Morgane, de l'avoir imaginé. On y va mardi, mais je crois qu'il sera inauguré un petit peu plus tard, mercredi. Voilà. Pas de questions. Je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté à l'unité. C'est Madame Geoffrey qui continue sur le 4002, budget 2026, dédié aux établissements médico-sociaux. Oui, merci Président. Je reprends les dossiers de Thomas Ravier qui ne peut pas être là aujourd'hui. Donc le premier rapport, c'est budget 2026, dédié aux établissements médico-sociaux accompagnant des personnes âgées, des personnes handicapées et des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance. Pour les établissements sociaux et médico-sociaux financés par le département, la réglementation prévoit que le conseil départemental vote un objectif annuel d'évaluation des dépenses en fonction de ses priorités en matière d'action sociale et des orientations du schéma départemental des solidarités. Dans le cadre de la procédure de tarification annuelle, le département arrête pour chaque établissement le montant des charges nettes de fonctionnement autorisées et les tarifs en découlant. Au regard du contexte économique complexe et des difficultés de recrutement impliquant un recours à l'intérim, il est proposé pour 2026 de poursuivre l'effort de soutien des structures médico-sociales et de fixer des taux positifs de croissance des budgets des structures d'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance. L'impact global des mesures présentées dans ce rapport s'élève à 1 348 771. Elle se décline comme suit. Donc, pour les établissements hébergeant des personnes âgées, donc nous maintenons l'augmentation de 0,5 que nous appliquons souvent chaque année. Et l'impact de ces mesures pour l'ADPA est de 110 000 € pour 2026. Pour les établissements et services d'accompagnement des adultes handicapés, la même chose, une augmentation de 0,5%, qui donne donc une augmentation, un impact pour ces mesures des dépenses est de 885 000 € pour 2026. Pour les établissements d'aide sociale à l'enfance, on est également sur le même taux et on a un impact de 353 471. Donc l'enveloppe de tarification maximale en 2026 est ainsi proposée à hauteur de 51 495 198. Donc cette enveloppe intègre la masse tarifaire de tarification de 2026 des dépenses supplémentaires susnommées. Au total, l'impact financier des mesures relatives aux structures de l'aide sociale à l'enfance s'élève, je l'ai déjà dit, à 353 471. Si pas d'intervention, je mets le rapport aux voix tel que présenté par Evelyne. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unité et c'est fini avec ce dernier rapport que oui. vous présente sur le 4003. Merci. Donc, dernier rapport. On a déjà beaucoup parlé des mesures du Ségur, donc c'est toujours une conséquence. Donc, revalorisation des métiers dans les établissements sociaux et médico-sociaux, ESME, MS, le champ des personnes âgées, handicap et l'aide sociale à l'enfance. La crise sanitaire de 2020 a renforcé l'urgence gouvernementale de revaloriser les métiers de la santé et dans la fonction publique
publique, et s'est traduite par les mesures du Ségur. Si des revalorisations ont été transposées et mises en œuvre pour certains salariés du secteur médico-social privé non lucratif, un grand nombre d'entre eux, les oubliés du Ségur, n'étaient pas concernés par l'octroi de cette prime. Ainsi, en juin 2024, a été signé un accord actant l'extension du Ségur à l'ensemble des structures professionnelles du secteur. En avril 25, l'Assemblée départementale des départements de France et le gouvernement se sont accordés pour un financement partagé de l'accord du Ségur pour tous au titre de 2025. Ainsi, la compensation de la CNSA est versée aux départements et qui doivent ensuite en assurer le versement effectif. L'année 24 n'étant pas couverte par cet accord, il est proposé que le département verse le Ségur pour tous à compter de 2025. L'impact global de cette mesure s'élève à 1 902 348 pour le département pour l'année 2025. Cependant, une partie de ce montant fait l'objet de compensation de l'État à hauteur de 916 000. Ainsi, l'impact net pour le département est évalué à 986 348. Cette mesure se décline ainsi dans le champ de l'autonomie, soit 18 associations, 260 ETP, le coût net 785 141. Dans le champ de l'aide sociale à l'enfance, 11 associations, 117 ETP, et pour un coût net de 201 207. Pour 2025, la compensation des surcoûts liés aux revalorisations salariales se fera sous forme de dotation exceptionnelle versée à chaque association concernée par ces mesures en fonction du nombre d'ETP concernés, donc pour cette période de janvier 2025 à décembre 2025. Donc pour 2026 et les années suivantes, le Ségur pour tous sera intégré dans le prix de journée fixé chaque année sous réserve de la participation de l'État. Est-ce qu'il y a des interventions? S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce dernier rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre. Merci. Merci Evelyne d'avoir, suppléé au pied levé pas de souci, le maire de Villefranche. Le maire de Villefranche, alors, pour son excuse, j'étais avec lui ce matin à 6h du matin pour l'inauguration, pour le lancement. Ce n'est pas l'inauguration, c'est l'ouverture du marché de Villefranche. Du marché. Marché couvert. C'est absolument exceptionnel ce qui a été fait. Ce bâtiment qui date des années 30 a été revu, refait, éclairé. Les entrées ont été modifiées. Il y a des mosaïques agroalimentaires qui ont été faites. Voilà. Je vous rappellerai, pour ceux qui s'en rappellent, la contribution du département dans cette région est d'1 million d'euros. Le total du total, c'est plus de 8 millions. Mais c'est fait pour 50 ans. Donc on ne verra pas forcément les futurs travaux, nous. Merci en tout cas, et je crois que nous en avons fini avec la séance. Et nous avons un vœu maintenant qui intervient aussi. Nous en avons fini avec les rapports à l'ordre du jour, et c'est Colette qui présente un vœu sur l'agriculture, et je dirai un mot après, et je vous proposerai dans ce vœu une modification rédactionnelle. Bien. Le département est un partenaire privilégié de l'agriculture du Rhône à travers différents dispositifs de soutien aux 4300 exploitations rhodaniennes. Le plan stratégique national, le dispositif Paragrel, le plan ressources en eau. Cependant, nous ne pouvons que regretter qu'au niveau national, les mesures prises viennent contraindre le quotidien de ceux qui nous nourrissent. Premièrement, les accords avec le Mercosur. L'accord Mercosur introduit une concurrence étrangère à bas coût qui fragilise les exploitations. Nos agriculteurs se retrouvent face à des standards de production inégaux et difficilement soutenables. Cette situation menace la pérennité de nos territoires ruraux. En acceptant ces importations, la France met en danger sa souveraineté alimentaire et son modèle agricole durable construit depuis des décennies. Deuxième point, appui à la filière viticole en lien avec la motion adoptée par la Chambre d'agriculture. Le département du Rhône demande à l'État de lancer un plan d'urgence pour soutenir les exploitations viticoles en difficulté, combinant aide de trésorerie rapide, allègements fiscaux et sociaux, financement pour la reconversion et adaptation des vignobles aux nouvelles conditions climatiques. Nous réclamons également un moratoire réglementaire afin de ne pas alourdir les charges des exploitations avant un redressement économique durable, tout en garantissant la préservation du patrimoine viticole et territorial. Troisième point.
Sauver le maraîchage et l'arboriculture pour préserver notre souveraineté alimentaire. Le maraîchage et l'arboriculture sont aujourd'hui fortement menacés par le changement climatique, provoquant sécheresse, gel tardif et perte de rendement. La concurrence des importations et la hausse des coûts fragilisent encore davantage ces filières. Cette situation met en danger la souveraineté alimentaire car la baisse de la production locale accroît la dépendance aux fruits et légumes étrangers. Aucune interdiction de produits phytosanitaires ne doit être envisagée sans alternative concrète et adaptée. Il est indispensable de soutenir ces filières pour des solutions techniques, financières et innovantes pour garantir la production locale et préserver notre capacité à nourrir durablement la population. Quatrième point, la poursuite du soutien aux agriculteurs touchés par la dermatose nodulaire contagieuse et la fièvre catarrhale ovine. La DNC a touché cette année un élevage laitier rhodanien, entraînant l'abattage de 170 bovins et la vaccination de 95 000 animaux dans le Rhône. La levée progressive des zones réglementées et l'éventuelle reprise des exportations confirment l'efficacité de la stratégie nationale menée avec les éleveurs, vétérinaires et services publics. La fièvre catarrhale ovine, la FCO8, avait quant à elle frappé 527 élevages rhodaniens, ovins et bovins confondus en 2024, mais la campagne de vaccination financée par le département a permis de limiter drastiquement la propagation de la maladie. Ces deux actions illustrent la mobilisation coordonnée et le rôle clé des soutiens matériels et financiers pour protéger le cheptel local. Nos territoires vivent grâce à leurs agriculteurs. Les soutenir est essentiel. Cinquième point et dernier point, de nouvelles charges incombant à la filière, la presse agricole en danger. La hausse des tarifs postaux et la dégradation du service de distribution fragilisent les médias de proximité indispensables qui informent, relient et valorisent les acteurs du monde agricole et rural. Si rien n'est fait, c'est un maillon essentiel du lien territorial et de la vie démocratique locale qui risque de disparaître. Les collectivités, les pouvoirs publics et tous les acteurs concernés doivent agir maintenant pour garantir sa survie. Nous appelons à des mesures concrètes et à une mobilisation générale. La presse rurale est un patrimoine vivant qui soutient l'économie, l'information et la cohésion des territoires. Le département du Rhône émet le vœu que Madame la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire entende l'alerte de la profession et s'engage pour le sauvetage immédiat de l'agriculture française, pilier de notre économie et de notre culture. Il y a des demandes d'intervention. Moi, ce que je vous propose, c'est une petite modification rédactionnelle sur le texte. Dans le point 2, nous, on a écrit, Colette avait écrit, le département du Rhône demande à l'État de lancer... non, elle avait écrit, le département du Rhône propose un plan d'urgence, et moi, on réécrit la phrase suivante, le département du Rhône demande à l'État de lancer un plan d'urgence. Voilà. Si vous l'acceptez, on mettra ça dans le nouveau texte. Alors, il y avait une demande de... Alors, Daniel Julien. C'est Daniel Julien qui parle au nom de notre groupe. Daniel, tu donnes la parole à Daniel. Voilà. Alors, l'autre Daniel. Donc, au nom de notre groupe, je veux dire que nous soutenons avec force ce vœu. À l'heure où, pour la première fois depuis plus de 50 ans, on nous annonce que la France va importer cette année plus de produits agricoles qu'elle n'en exporte, alors qu'il y a seulement quelques années, l'exportation des produits agricoles représentait un solde très positif au bénéfice de la balance commerciale de notre pays. Nous sommes en train de constater des reculs dans le nombre d'agriculteurs et je veux souligner particulièrement le secteur de l'arboriculture où les contraintes deviennent tellement fortes que les nouvelles installations se font très rares. Nous avons des secteurs du département où l'irrigation est installée, l'irrigation qui est un outil important pour la culture des arbres fruitiers, et pourtant l'existence de ce réseau ne suffit pas à maintenir la filière. Au-delà de l'émotion créée par l'impact de la dermatose, nous sommes tous conscients que nos agriculteurs ne doivent pas être en concurrence déloyale. Ce vœu vient traduire notre inquiétude quant au devenir de ce fleuron qu'est l'agriculture française, et je redis que nous lui apportons notre soutien sans faille. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Juste, dans le vœu, il y avait un point concernant la filière viticole. La SAFER a quand même plus de 700 hectares de vignobles qui sont arrivés depuis les dernières vendanges, c'est-à-dire depuis fin octobre.
ça veut dire qu'il y a quand même un grand nombre de vignerons qui sont en grande difficulté et qui souhaitent complètement arrêter l'activité parce que c'est plus viable. Donc c'est quand même alarmant. Monsieur le maire de Condrieu. Oui, non, simplement, pas plus tard qu'aujourd'hui, en Ariège, il y a donc un nouveau troupeau qui a été abattu. Donc c'est vrai que c'est vraiment un problème majeur. Moi, ce que je voulais simplement souligner, c'est que au niveau du département, on est extrêmement présent au niveau de l'agriculture et il faut être très très vigilant par rapport à la mise en place de ce fameux traité du Mercosur. Moi, personnellement, je suis quand même extrêmement inquiet par rapport au secteur de l'élevage, entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur le fond? Madame Lotte. Ouais, moi je voulais simplement dire que quand même, j'espère que l'État et notre ministre de l'Agriculture va quand même réagir à tous ces abattages qu'on a depuis un certain nombre de mois, parce qu'on est quand même vraiment en train de détruire une qualité d'animaux, et qu'à mon avis on a d'autres solutions que de faire ces abattages qui détruisent aussi la mentalité et le bien-être et le confort de nos agriculteurs. Donc c'est vrai que voilà, moi je fais aussi le vœu qu'on trouve une solution pour qu'on ait moins des abattages massifs d'animaux qui mettent les agriculteurs en colère contre tout l'État français. Voilà. Alors, je vais juste répondre sur ce sujet-là. C'est vrai que la DNC, bon, on en entend parler depuis quand même quelques mois. Ça a démarré dans les Savoies. Ils ont essuyé les plâtres tant bien que mal, parce que c'était très compliqué de savoir quelle piste prendre, comment agir. Personne n'avait encore subi ce genre de choses. Le Rhône, on est arrivé derrière, donc on a copié un petit peu le modèle ou les solutions qui avaient été mises en place en Savoie, notamment la vaccination. Ça a été porté à l'unanimité par tous les agriculteurs du département qui, en 3 semaines, tous les cheptels étaient vaccinés. C'est vrai qu'il y a eu une mobilisation sur le terrain importante et remarquable, on peut dire. Aujourd'hui, il y a des syndicats qui veulent s'emparer du sujet, à tort, à raison, on n'est pas là pour les commenter. Au niveau national, il y a une prise de position de dire il faut vacciner. Au premier animal contaminé, on abat le troupeau pour stopper la propagation du virus. C'est une décision qui est à la fois qui a été pensée après des expertises des vétérinaires, etc., des chercheurs. On sait pas, on raisonne sur du court terme, on ne sait pas à moyen terme ce que ça donnera. On se pose la question aujourd'hui, les animaux vaccinés, sur les départements qui ont vacciné, est-ce qu'il faudra refaire un rappel du vaccin? Comment ça va évoluer? On n'en sait rien aujourd'hui, on en est là. Ce qu'il aurait peut-être fallu que l'État réagisse en temps et en heure, c'était on vaccine pas au coup par coup, on vaccine toute la France, point barre. On n'en serait pas avec les problèmes qu'on a aujourd'hui en Ariège. C'est vrai qu'on peut prendre le modèle de l'Ariège qui est sorti cette semaine, aurait peut-être pu servir de test. On se dit on est en hiver, il n'y a plus de mouches, il n'y a plus de moustiques. On cerne vraiment le problème. On teste cet élevage où tous les animaux sont vaccinés et pourtant il y a une vache qui est malade. On aurait peut-être pu prendre cette exploitation en phase test pendant quelques semaines pour voir comment ça évolue. Est-ce qu'il faut tout abattre? Est-ce qu'il y a une seule vache de malade? Est-ce que d'autres vaches seront malades demain ou après-demain? On n'en sait rien. Bon, il y a des décisions ministérielles qui sont tombées. On est là pour les appliquer. Il y a des syndicats qui s'emparent du sujet pour peut-être simplement exister, on n'en sait rien. En tout cas, c'est vrai qu'en regardant un peu depuis hier et avant-hier ce qui s'est passé en Ariège, on aurait pu craindre des drames humains parce que ça prenait vraiment de l'ampleur. Bon, les choses se sont calmées par la force, c'est bien dommage. Mais voilà, aujourd'hui, on est un petit peu tous à attendre au jour le jour ce qui va nous arriver. Ça peut revenir dans le Rhône, ça peut revenir sur n'importe quelle exploitation. C'est qu'aujourd'hui, sur un élevage vacciné, ça peut être impactant. Le monde agricole, aujourd'hui, chez nous, toutes les phases de temps au niveau du vaccin sont passées. On espère maintenant pouvoir ressortir les animaux des exploitations, les petits veaux et tous les broutards. La chaîne commerciale est complètement arrêtée. On l'a vu à Saint-Laurent-de-Chamousset la semaine dernière. Le marché aux veaux a fait une tentative de reprise. Et ben, ça a été un coup d'épée dans l'eau, quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, espérons qu'en début d'année, normalement, les négociations avec l'Italie semblent avancer plus vite qu'avec l'Espagne.
Mais chaque jour, il nous tombe un truc sur le coin de la figure, comme on dit, et c'est tout à recommencer. Donc voilà, on peut qu'être là en soutien, essayer de prendre au cas par cas les choses, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Est-ce qu'il y a la parole? Après, simplement pour terminer, on a des pays voisins, dont la Suisse, où ils ont trouvé d'autres solutions, voilà, sans supprimer tous les élevages. Voilà. Et je trouve que c'est quand même dommage parce qu'on a une belle génétique en France et voilà, on a une réflexion qui n'est pas assez. C'est sûr. Voilà. Après, est-ce que leur état sanitaire est mieux que celui de la France? J'irais peut-être pas le dire. Bon, moi je vais vous donner un point de vue tout à fait personnel. On vit depuis longtemps en France avec une forme d'agribashing qui fait qu'aujourd'hui, nos agriculteurs sont en voie de disparition. Sont en voie de disparition dans la production viticole, dans la production animalière, dans les fruits. On ne peut plus traiter à côté des gens qui sont venus s'installer. On a des normes qui sont de plus en plus durées draconiennes et on en est réduit aujourd'hui à acheter des produits alimentaires à l'étranger. Des beefsteaks qui viennent de Pologne. On achetait des poulets autrefois en Ukraine, qui s'est fait supplanter par le Brésil et qui vient de se faire supplanter par la Chine. Voilà ce qu'on a gagné. Voilà ce qu'on a gagné, voilà ce qu'on est en train de gagner. Et ça, c'est le poulet, mais vous trouvez ça dans beaucoup de produits. Et je crois que si on continue à être aussi normatif, si on continue à être, je dirais, aussi inféodé à Bruxelles, bientôt il n'y aura plus d'agriculteurs, il n'y aura plus de producteurs. Sachant qu'en plus, il faut aussi se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de travailler comme ils travaillent pour gagner aussi peu? Il y a aussi cette vraie difficulté. Moi, je voudrais retémoigner, je dirais, notre soutien au monde agricole. On était encore avec Colette hier, avec la Chambre d'agriculture. On leur a fait part de nos soucis financiers, mais je veux, et je pense que vous aussi, vous souhaitez qu'on maintienne notre soutien. Il faudra peut-être le faire différemment, peut-être sous d'autres vocables, peut-être prioriser ce qui est important, mais en tout cas, pour ce qui a été, je dirais, la crise sanitaire dans le département sur la dermatose, on a été là. On l'a montré encore tout à l'heure en votant, enfin en acceptant de prendre du matériel pour le futur et faisant en sorte que ces trois producteurs, ces trois, je dirais, agriculteurs qui sont en GAEC à Saint-Laurent-de-Chez, vous savez que je connais bien en plus, parce qu'il faut savoir que les parents avaient déjà eu cet abattage. Voilà, on va les soutenir, on va faire en sorte que financièrement, ils puissent tout simplement manger. Tout simplement manger. Quand on regarde, je veux dire, le volet des prestations qu'on sert par mois, on en sert 37 000. Donc on peut aussi considérer que, je veux dire, prendre 3 personnes qui relèvent pour certains esprits éclairés pas du bon dispositif, nous on assume au département. On les prend en charge et on les accompagnera. Après, je voudrais dire un mot quand même sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'Ariège. Moi, je suis stupéfait des méthodes employées. Je voudrais bien qu'on ait un déploiement de force aussi important avec des méthodes aussi dures. Ce que j'ai vu ce matin sur les réseaux sociaux, c'est à la limite du scandaleux. On n'en fait pas autant pour les narcotrafiquants. On n'en fait pas autant pour les narcotrafiquants. Les déploiements d'hélicoptères et gazer les gens à partir d'un hélicoptère, pardon, moi qui connais bien les scènes de guerre, ça me rappelle certaines scènes de guerre que j'ai vues ailleurs. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée de faire ça. La concertation, c'est toujours mieux. Et c'est la première fois qu'on a un front uni de tous les syndicats agricoles. Faut-il abattre, faut-il pas abattre? Faut-il peut-être mettre en carence? Je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas médecin, je ne sais pas. Mais en tout cas, la méthode utilisée pour la répression n'est pas forcément la meilleure. Je souhaite bien du plaisir à ceux qui voudront aller inaugurer le salon de l'agriculture. Nous, on y sera, mais dans un vocable beaucoup plus paisible. Je me rappelle d'un certain salon de l'agriculture, pour protéger quelqu'un, il a fallu quasiment plus de policiers que d'agriculteurs. Je souhaite bien du plaisir. On vit vraiment une fin de règne assez catastrophique pour notre pauvre France. Allez, on vote la motion présentée avec l'amendement que j'ai proposé. Est-ce qu'il y a des avis contraires?
S'il n'y a pas d'avis contraire, je vous en remercie. Ça veut dire qu'il est adopté à l'unanimité et on réaffirme notre soutien au monde agricole, même ceux de l'Ardèche. La séance est finie. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Alors, nous avons une séquence signature. On signe ici? Alors, après, on se retrouve tous pour le déjeuner qui sera servi. Vous êtes tous invités, mesdames et messieurs, surtout ceux qui ont passé leur matinée dans le train. Vous avez une faim énorme, donc vous êtes les bienvenus. Jeunes filles qui prenaient des notes en travers, là, pourquoi vous n'êtes pas mis dans l'autre sens? Vous auriez été tellement mieux. Je vous vois prendre des notes, là. Voilà. En tout cas, il fallait aller vous mettre avec les journalistes qui sont là. Eux, ils sont bien installés, regardez. Il est là, notre directeur des services fiscaux? Vous allez le chercher. Bon. Qu'est-ce qui veut meubler, là, sur les prises d'intérêt? La jeune fille est une petite jeunassienne, Monsieur le Président. Et elle fait quoi, là, cette jeune fille? Elle vient, elle apprend, elle vient au conseil municipal, elle vient au conseil communautaire, elle vient au conseil départemental. Et vous êtes collégienne, jeune fille? Et en plus, vous êtes dans un collège du Rhône. Super. Lequel? Le nouveau ou l'ancien? Oh. Mais bon. C'est votre dernière année, non? C'est votre dernière année au collège? Oui? Bon. J'espère que la région vous traitera aussi bien qu'on vous a traité. Vous allez aller dans le nouveau qui a été fait de lycée? Vous allez faire de la peine à Philippe Meunier? Il avait fait un lycée que pour vous. Peut-être que s'il avait été à Genasse, vous y serez allé, n'est-ce pas, monsieur le maire? On va pas remettre le débat là-dessus.